Alors, bonjour, bienvenue à cette toute première édition de nos panels pique-nique avec les coachs influents. J'espère que vous avez, comme moi, une petite tasse de café. On va être ensemble pour la prochaine demi-heure. Je suis euh, très heureux d'être votre animateur et votre producteur. Mon nom est Gildo Conté. Vous me connaissez peut-être grâce à TEDx Laval. Je suis le curateur de TEDx. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, Ce groupe va réunir des penseurs, des innovateurs, des visionnaires, des acteurs de différents horizons, dont plusieurs, évidemment, sont aussi des conférenciers catalyseurs de TEDx. Ces derniers sont reconnus pour leurs idées dynamisantes et percutantes, et j'espère que vous en profiterez grandement. Aujourd'hui, comme c'est la première, on a pensé demander à nos coachs comment le bouleversement occasionné par la COVID-19, la fameuse COVID, affecte leur domaine respectif d'affaires. Et que prévoit-il faire comme changement d'habitude au niveau comportemental, mais aussi au niveau du développement des affaires, et ce, à court et à moyen terme? Fait qu'avec nous, pour ce pique-nique, on a présentement sur notre panel 4 personnes. On a Martin Ducharme, coach en image de marque, Bruno Bégin, qui est conférencier et coach en santé émotionnelle, Mathieu Boulay, qui est coach en posturologie, et Marc Mathis, qui est coach en reset de perception, et Dieu sait si on a besoin de travailler sur nos perceptions. Alors, sans plus tarder, je leur cède la parole. Merci. Opportunité de s'exprimer sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, pour ma part, on sait que dans les dernières semaines, il y a eu énormément, en fait 100% d'annulation de tout ce qui est activité de conférence. Vous savez que quand on est conférencier et on présente des conférences dans des congrès, conférences d'ouverture, de clôture, des grands rassemblements, alors tout ce qui est ça pour les 3 prochains mois, à l'intérieur d'à peine 2 semaines, tout s'est annulé. Donc, ça force effectivement à faire une prise de conscience et de faire en sorte de voir comment on peut faire autrement pour poursuivre dans ce domaine-là, bien entendu, parce qu'à titre de travailleur autonome, c'est notre gagne-pain. Et puis, on comprend toute la particularité de cette situation-là, qu'on est d'accord avec ça. Mais moi, j'ai hâte d'entendre aussi mes collègues là-dessus, mais pour ma part, ça me force à me tourner, entre autres, vers comment je pourrais offrir certaines activités un peu plus en ligne. J'avais cette idée-là par le passé, mais on dirait que là, ça me pousse à aller beaucoup plus de l'avant pour ce type de solution-là. Mais alors, je ne sais pas avec mes collègues, j'ai hâte de vous entendre, mais on aura l'occasion d'en discuter plus longuement. Je peux me lancer un peu. Moi, je travaille beaucoup avec des clients plus en one-on-one. Donc, le one-on-one en personne s'est transformé un peu plus en Zoom, si on veut. Et ça fonctionne très bien parce qu'il n'y a pas vraiment de grande différence par rapport à ça. Présentement, la situation est beaucoup plus facile, si on veut, à gérer que là, en 98, j'ai vécu le verglas avec mon entreprise, mes employés et tout. Et on n'avait pas de Zoom, on n'avait pas de Skype, on avait à peine le courriel dans une machine qui était très lourde et fixe, qu'on ne pouvait pas promener du bureau à la maison facilement. Donc, aujourd'hui, je trouve qu'on a quand même peut-être un petit peu plus d'agilité à naviguer là-dedans pour certains types d'entreprises plutôt que d'autres. OK. Mais là même, pour ma part, c'était one-on-one aussi. Présentement, ça a tout changé. Je ne fais plus de consultation un à un directement avec mes clients, mais ça m'a poussé un petit peu plus au niveau, comme on a dit, Bruno l'avait dit tantôt, c'est de mettre des choses en place au niveau de la vidéoconférence. J'ai eu mon premier client hier soir par vidéo. Ça a super bien fonctionné. Et là, je suis en train de développer d'autres choses pour justement que je peux avoir cette communication-là avec mes clients directement par vidéoconférence. Je pense que ça fait qu'on a besoin de changer notre habitude de travail, notre façon de voir des choses un petit peu différemment, nos perceptions, notre façon de travailler avant versus qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc, pour moi, ça pousse à travailler différemment. Donc,
c'est un mal pour un bien dans un sens aussi. Pour ma part, à moi, c'est que je fais des consultations one-on-one, donc en vidéo ou en face. Je préfère en face, mais en vidéo, ça fonctionne très bien. Comme hier, ça a super fonctionné. Donc, c'est super bon pour moi. Ben, pour ma part, j'étais déjà à 50% de mes consultations en ligne, juste en termes d'efficacité. Oui. Donc, déjà, ça, c'était quelque chose que je faisais. Maintenant, on est à 100% des consultations en ligne. Puis la plupart des gens, ben, non seulement ils comprennent, mais je pense qu'ils sont heureux de savoir que c'est quelque chose qu'on peut offrir s'ils sont intéressés à poursuivre avec les services qu'on a à offrir. L'autre partie de mon entreprise, c'est de l'éducation. Ben, justement, de plus en plus, on parlait de faire du e-learning. Et là, ben, ça nous amène à considérer cette option-là d'autant plus. Mais comme les gens sont en difficulté, entre autres financières en ce moment, ce que moi j'ai choisi de faire, c'est qu'il y a certains contenus que j'offre gratuitement. Donc, justement pour aider ceux pour qui c'est plus difficile. Un, pour les occuper intellectuellement. Deux, pour leur donner des outils à utiliser avec les clients qui les consultent toujours. Puis d'autre part, il y a des programmes que j'ai développés pour lesquels les gens ont investi un montant. Déjà, j'ai fait en sorte que ce soit des montants qui soient très bas. Donc, c'est accessible. C'est sûr qu'à ce moment-là, je vise un peu plus grand volume. Mais je me dis qu'au final, ben, tu sais, je réussis quand même à développer des activités commerciales qui peuvent ramener des sous. Puis en même temps, j'en développe qui peuvent tout simplement juste aider ceux qui ne sont pas capables de payer. Parce qu'il faut se dire que les gens, une fois que ça va être fini, vont se rappeler le caractère et la personnalité des entreprises avec lesquelles ils vont avoir transigé. Puis je pense qu'il faut garder en tête que si on est capable d'aider les autres, c'est mon cas en ce moment, il faut le faire rapidement. Puis vraiment, il faut être heureux d'être capable de le faire parce qu'il y en a qui sont bien pires que nous là, à l'heure où on se parle. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ceux qui sont dans le service avaient déjà peut-être une intention d'aller peut-être dans une voie plus virtuelle, plus en ligne, et que la situation fait juste accélérer probablement ce moment-là, dire ben, je pensais peut-être dans le courant de l'année ou l'année prochaine, mais là, c'est ce mois-ci, il faut que je le fasse. Oui. Mais pour ma part, c'est sûr certain, ça m'a poussé. Comme Martin a dit tantôt, moi, je suis dans un domaine au niveau de changement de perception. J'ai lancé sur Facebook et LinkedIn que je donne un heure gratuit pour justement des gens qui ont un petit peu de misère à dealer avec la situation. Donc, comme hier, j'ai pris un client, c'est gratuitement que je le fais. Je le fais sur mon temps d'habitude, mais c'est une façon que je peux donner aux autres au moment qu'on est en période difficile. Effectivement, comme Matt a dit tantôt, faut regarder notre structure d'offre de service au niveau des prix, au niveau de la façon qu'on veut le faire, mais surtout au niveau des prix de ce temps-ci. Les gens ils ont un petit peu moins de sous. C'est pour ça que j'ai offert une heure gratuit avec moi. Donc, on prend rendez-vous sur mon email. Puis, je le rends ça à mon cédule. Je prends 2, 3 par jour pour justement donner un coup de main aux autres. C'est juste si simple que ça. Bravo. Bruno, toi, vu que c'est des conférenciers, parce que je me pose la question, tu sais, parce que normalement, on fait une conférence devant des gens, là, ça, c'est plus possible. As-tu des alternatives auxquelles tu as déjà réfléchi ou tu jongles avec ça présentement? Côté conférence, grand public, là, ouverture de colloques, des trucs du genre, c'est partie remise parce qu'on peut pas être en virtuel dans ce genre d'événement-là. Il y a des contenus que je veux mettre en ligne, en fait, de pouvoir mettre en vidéo qui pourraient être consultés et qui pourraient être soit distribués gratuitement ou qui pourraient même être vendus à prix modique. Mais bref, ce que je me rends compte, c'est que ce qui est le plus facile à adapter, c'est la formation. Exactement. Les formations, à la base, une formation, c'est jamais avec 200 personnes, donc c'est des petits groupes. Et au niveau des petits groupes, c'est plus facile de s'adapter soit 100% en virtuel ou parfois avec quelques personnes en présentiel en respectant les règles de sécurité, d'avoir quelques personnes, on est à distance et tout. Et les personnes qui le souhaitent se branchent.
Les personnes qui souhaitent être en présentiel, on tient distance, on s'assure que on partage pas les crayons, les papiers, ou etc., etc. Ça peut se faire, ça peut s'adapter. Alors, je suis en train là, d'adapter certains contenus pour pouvoir offrir cette possibilité-là. Puis dans d'autres cas, pour les événements, exemple, qui ont été annulés, où c'est des plus grands groupes, ou parfois c'est par rapport à l'ensemble des employés d'une entreprise, par exemple, je me permets de recontacter les clients pour pouvoir prévoir la suite des choses. Parce que souvent, ce sont des thématiques qui vont aborder la thématique du stress ou de l'anxiété. On est en plein dedans, là. Alors, de voir comment on va, une fois qu'on va avoir passé à travers cette crise-là ou qu'on sera dans la pente remontante, comment on va récupérer ces éléments-là. Il y a de la préparation, si on veut, des pions qu'on met à l'avance pour les prochains mois. On ne peut pas déterminer quand. Mais mes actions actuellement, c'est vraiment davantage d'adapter du matériel de formation et de pouvoir adapter certaines conférences qui soient disponibles en ligne. Mais la chose, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a le e-learning qui prend un envol incroyable. Donc, c'est peut-être cette façon-là aussi que nous, comme thérapeutes ou comme coach, qu'on peut aller chercher un autre créneau, de donner un petit peu de formation de comment qu'on le fait, puis de montrer aux autres qui sont capables de faire ça eux-mêmes aussi avec cette information-là. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant pour nous aussi, de e-learning. Je sais que un de mes amis est en train de planifier son cours justement pour mettre sur le e-learning pour justement donner un petit peu plus d'informations aux gens. Puis je pense que Martin va être d'accord avec moi, mais en 2020, l'Internet, les réseaux sociaux sont en train de prendre une place de plus en plus importante dans la commercialisation, dans le fait d'être connu ou reconnu. Je sais que jusqu'à maintenant, si je regarde mon cercle d'amis, j'ai 41 ans, j'ai quand même des amis qui ont plus que 41, puis d'autres qui ont moins que 41. Parce qu'on dit souvent que c'est les plus vieux qui sont moins à l'aise avec l'Internet, mais c'est pas nécessairement vrai, ça. Il y en a qui choisissent un peu moins de jouer ce jeu-là, de la reconnaissance de marque, des réseaux sociaux. Et je pense que cet événement-là, qui est la crise du COVID, va amener les entrepreneurs à réfléchir puis à se dire qu'au final, s'ils veulent être vus, il y a des fois qu'ils ne peuvent pas se présenter devant quelqu'un et que la notion d'être vu en ligne, ça sera quand même toujours quelque chose de sécuritaire et que c'est peut-être pas de mauvaise idée de se faire connaître et reconnaître davantage justement avec une bonne marque de commerce, avec un logo qui nous représente, puis vraiment avec une certaine constance dans les parutions des publications, parce que ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui commencent à jouer le jeu des réseaux sociaux, ils le font pendant 3 semaines, ils gagnent quelques clients, puis après ça, ils arrêtent. Et les stratégies qui fonctionnent, surtout à long terme, surtout dans les temps qui sont plus difficiles, c'est les stratégies que tu développes et que tu n'arrêtes pas, que tu continues dans le long terme. Et ça, je pense que ça va peut-être prendre un peu plus d'importance dans les années à venir, parce qu'il y aura toujours de la consommation dans des temps difficiles, dans des temps plus... Mais tu sais, les grands principes de la marque s'appliquent en tout temps, même en crise. C'est qu'il faut se positionner. Donc, c'est quelle position qu'on prend dans l'esprit de notre client. Il faut que ça soit clair. La cohérence, c'est ce qu'on dit, ce qu'on fait. Faut que ça suive ce message-là. Puis la constance, comme tu as mentionné. Mais si on fait une action une fois, on ne peut pas penser à avoir des résultats de ça. Donc, c'est répéter, 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 répéter. Et là, on va avoir sur le temps, même si on est en période de crise, ça ne peut pas se passer en une journée ou en une semaine, là, le changement. L'autre aspect aussi qui est important, le 4e mot que j'aime beaucoup parler, c'est celui de la focalisation. Il ne faut pas s'écarter ou s'écartiller dans toutes sortes de directions parce qu'on est en manque. Peut-être on a l'impression peut-être de manque pour certains, puis dire, OK, là, je vais faire ça aussi. Puis là, tout d'un coup, je vais être coach en je ne sais pas quoi ou consultant d'autres choses. Donc, il faut rester vraiment centré là-dessus. Puis c'est là que les gens vont nous reconnaître. Puis après la crise, vont pouvoir nous pointer du doigt avec « Ah oui, lui, c'était vraiment clair, ses affaires. Ou ça, j'ai beaucoup aimé leur intervention. » Ils vont reconnaître cette clarté-là. Ouais. Les gens ont beaucoup de temps en ce moment pour voir qu'est-ce qu'on a à dire. Je pense qu'il faut... Oui. J'ai une question pour toi, Martin. Oui. On parle de branding, justement. Il faut faire
avoir un comportement responsable avec notre branding. Mais là, il y a tellement de... Il va y avoir toutes sortes d'essais. Là. Les gens peuvent essayer, prendre des chances, essayer des comportements différents par rapport à l'entreprise. Évidemment, souvent de bonne foi, mais il va aussi y avoir des gens qui sont opportunistes de la situation. Qu'est-ce que l'opportunité malsaine peut faire à une marque de commerce? Ben, l'image qui va venir vite en tête, c'est qu'il essaye de profiter de nous, de la situation. Il ne faut pas que mettons, l'initiative que tu prends en tant que marque puisse donner cette perception-là. Parce qu'on comprend que la marque, à la base, c'est une question de perception. Exemple, Vidéotron a donné rapidement l'accès à Internet haute vitesse à tout le monde. On peut penser, ou peut-être Bell pense qu'ils sont opportunistes, peut-être, mais ils ont pris une première position. Donc, même si toutes les autres compagnies par la suite offrent la même chose, dans la perception des gens, ceux qui vont rester toujours premiers, c'est Vidéotron qui fait ce geste de générosité-là. Donc, c'est correct d'être dans cette action-là. Il faut juste le mesurer. C'est quoi notre intention profonde en arrière de ça? Là? Eux, probablement quelqu'un de brillant là-bas, il a dit « oui, c'est une opportunité, mais les gens vont se brancher sur en télétravail, les enfants pognés à la maison, Netflix, Il faut absolument permettre aux gens de... » Puis, depuis quelques jours, je vois juste des camions de Vidéotron se promener dans les rues, en passant. Ouais. Faire des installations, je vois très peu de Bell. Wow. C'est-tu lié à ça ou non? Mais je peux penser que ça l'est probablement. Oh oui, définitivement. Donc, en tant qu'entreprise, même si on est petit, il faut juste penser à savoir c'est quelle sorte de perception qu'on envoie dans le marché si on écrit ces trucs-là, si on pose ces affaires-là, si on offre ces fabuleuses promotions-là qu'on veut faire. Il faut rester entier. Il faut juste réfléchir un peu, je pense. Oui. Puis aussi, c'est que quand on fait quelque chose, c'est quoi l'intention en arrière de ça? Comme coach ou comme thérapeute, c'est quoi l'intention? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire en arrière de ça? Est-ce que tu veux, comme tu as dit tantôt, de profiter de la situation ou est-ce que tu veux aider dans cette situation-là? Donc, c'est vraiment de doser. Parce qu'on est tous des travailleurs autonomes, là. Donc, on a besoin un parti qu'on veut. Pour moi, je veux un parti, mon offre de service, que je donne une offre de service, offre mon service. Et aussi, je veux avoir un petit peu quand même, il faut que je mange pareil, là. Donc, mais il faut doser un balance entre les deux. C'est vraiment, pour moi, c'est comme ça. Déjà, je pense que la plupart des entreprises fonctionnent avec un roulement qui est trop dispendieux. Et j'espère qu'un des bons côtés de cet événement-là va être la réévaluation de ce qu'on peut appeler la colonne des dépenses puis la colonne des revenus. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est facile de dépenser des sous en se disant « Ah, c'est une dépense d'affaires, je vais payer moins d'impôts, donc je vais aller me chercher une voiture plus luxueuse. Mon bureau, c'est pas grave s'il coûte cher parce que de toute façon, je vais le rentabiliser. » Ce que je vois en ce moment dans ma communauté, c'est des gens qui se demandent comment ils vont pouvoir réussir s'ils arrêtent pour 2 semaines. Puis d'une part, je sympathise parce que le stress financier, c'est pas le fun pour personne, puis c'est des amis à moi. Mais de l'autre côté de l'équation, je me dis, si dans ton développement d'affaires, tu peux pas fonctionner sans avoir des rentrées d'argent pour 2 semaines, il y a définitivement quelque chose à ce moment-là, à mon avis, qui doit être réévalué dans les coûts fixes d'opération. Et ça, je pense que ça va amener un examen de conscience qui est bon pour non seulement les consommateurs, mais aussi pour les entrepreneurs, à savoir comment peut-être développer un plan à long terme qui fait plus de sens. Une statistique comme ça, je ne sais pas si vous savez, aux États-Unis, ce sont 64% des compagnies qui ou font pas d'argent ou qui en perdent. Ça, c'est avant la crise. Ouais, 64%. Donc, tu sais, après de dire, je suis entrepreneur, je suis à mon compte, c'est une chose. Ça veut pas dire que tu es nécessairement rentable. Et je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur le fait que si tu pars en affaires, c'est une chose, mais il faut que tu sois rentable à un moment donné ou à un autre. Et de juste dire que tu es en affaires, peut-être que finalement, tu es mieux de travailler pour quelqu'un si jamais tu n'y arrives pas. Il n'y a pas de honte à ça. Mais il faut être réaliste.
Puis il faut réévaluer. Sans craindre le pire, peut-être ça va nous faire réaliser aussi qu'il faut peut-être se mettre un peu plus de padding autour de nous. Ouais. Justement, s'il arrive quoi, s'il y a un arrêt de 2 semaines de tel truc, ou si des fois, aussi, c'est si je tombe malade, dans le fond, là. Oui. Que ce soit pas du corona nécessairement, mais de d'autres choses. On n'est pas à l'abri de débouler les escaliers, se briser une jambe, puis d'être arrêté, de ne pas pouvoir poursuivre tes activités normalement. Je pense que c'est une belle occasion aussi, je pense, de faire de réaliser ça, puis de dire, bon, OK, qu'est-ce que je peux ajuster dans mon comportement ou dans mes façons de faire pour essayer de garder cette pérennité-là. Parce qu'on est en affaires, c'est idéalement, je pense, pour tout le monde, c'est pour le rester. Là. Oui. C'est pas quelque chose qu'on voulait faire quelques mois, quelques semaines. Ça m'amène il nous reste quelques minutes, ça m'amène à penser au moyen terme. Avez-vous des stratégies là, au niveau du changement de votre approche et pensez-vous que ces changements-là qu'on vit présentement vont avoir une permanence dans le futur? Est-ce qu'on risque de se retrouver avec un monde différent, un peu après, comme 9/11, donc avec des nouvelles façons d'aborder le travail, puis peut-être plus de télétravail dans le futur? Qu'en pensez-vous? À mon avis, dans un premier temps, c'est un changement, puis dans tout changement, il y a quelque chose qui va changer. On ne peut pas prévoir à l'avance, mais ça ne pourra plus être comme avant. Et puis, pour certains, puis surtout quand on regarde au niveau des entrepreneurs, c'est un gros miroir là, qui est mis en pleine gueule. C'est quoi ma situation actuelle? Là? Puis comment je la vis, cette situation-là? Puis comment je réagis? Puis est-ce que je suis réactif? Est-ce que je suis proactif là-dedans? Puis moi, ça me ramène à quoi? Puis très peu de gens, malheureusement, puis vous me confirmerez, mes collègues, mais très peu de gens prennent juste le temps de s'arrêter sur comment je me sens. Juste par rapport à mes propres émotions. On est peut-être habile à travailler avec les émotions des autres, mais parfois de revenir sur moi, comment je me sens là-dedans, puis comment je réagis là-dedans, puis comment j'en parle autour de moi. Puis est-ce que, tu sais, je dis souvent, est-ce que mes bottines suivent mes babines, dans le sens que les conseils que je peux donner à des gens, est-ce que je les applique par rapport à moi-même? Et puis, l'autre élément, c'est quoi mon attitude à travers ça? Puis, comment je me permets de gérer la personne derrière l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, c'est le chapeau, ça. Ça, c'est ce qu'on met dans les activités de réseautage, puisque c'est ce qu'on met en éclairage ou en évidence, mais il y a une personne humaine en dessous. Et comment j'en prends soin de cette personne humaine en dessous? Moi, en tout cas, je suis convaincu que ça va faire une grande différence dans la suite des choses, puis va influencer, effectivement. Moi, ma façon de travailler va être différente. Elle ne pourra plus être comme avant. Puis de ce que je suis en train de réaliser, c'est probablement que j'aurai pas le goût non plus que ça revienne comme avant. Parce que je suis en train de découvrir en même temps quelque chose de complètement nouveau et ça me plaît, malgré toutes les difficultés. On les vit toutes. Mais c'est une question vraiment d'attitude, puis d'être proactif. Puis j'ai hâte de découvrir quel sera le résultat en bout de ligne, parce que je peux pas vous le dire à l'avance. Mais je suis en plein dans le processus. C'est sûr je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mes collègues, mais... Derrière chaque difficulté, il se cache souvent l'opportunité, même si ce n'est pas visible au premier. Des fois, ça prend du temps. Mais tu sais, si je regarde juste la façon de changer certains niveaux de fonctionnement, pour moi, c'est la mise en relation avec des prospects. Souvent, ça se fait quand on est des petits entrepreneurs, des petites entreprises, par le biais du réseautage. Là, on s'entend que peut-être que le réseautage va être un petit peu moins à la mode dans les prochaines semaines. Et... Fait que là, ça oblige à dire, OK, comment je prends contact avec les gens maintenant? Puis ça nous sort peut-être un petit peu de notre zone, mais on va peut-être découvrir des façons pas mal plus tripantes, de bâtir cette relation-là future avec le client, là, que juste passer des cartes d'affaires vite, puis c'est parce qu'on se croise 4-5 fois qu'on va s'adresser la parole un peu plus longtemps dans du réseautage. On va peut-être aller dans des relations peut-être un petit peu plus profondes. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère de toute façon. Là. Puis, sinon, dans mon quotidien à moi, au niveau des stratégies, c'est sûr, certain que on va perdre probablement peut-être un petit peu moins de temps dans la voiture puis le trafic quand on sait qu'il y a des belles technologies qui fonctionnent super bien puis qui ne nous lâchent pas. Puis, ça rend service à tout le monde de toute façon. Ouais. Voilà. Donc, pour
la chose là, c'est qu'il faut juste. La façon que moi je le fais maintenant, c'est je travaille l'humain en arrière de tout ça. C'est là la base, c'est le contact humain, que c'est fait par vidéo ou direct, c'est l'humain en arrière de ça et leur perception, comment d'être là au moment qu'ils ont besoin. C'est tout. C'est juste si simple que ça. Rien compliqué. Je pense que le relationnel va prendre en effet une grande place. Oui. J'ai l'impression qu'on va développer davantage nos relations d'affaires avec les gens, peut-être même sur un plan personnel. Juste du fait qu'on a vécu, qu'on a revécu ce bouleversement-là ensemble, en commun. Je me souviens un petit peu de l'effet que la crise du verglas avait eu. Par la suite, les gens s'étaient quand même assez rapprochés, partageaient leur expérience de vie. Je pense que ça va faire un peu la même chose. La crise, elle est en ce moment bien importante au niveau de la vie personnelle des gens, mais elle l'est tout autant, sinon encore plus, sur le plan économique, et on va le sentir surtout dans les prochaines semaines. Mais comme vient de dire Marc, dans tout travail, dans tout business, il y a des humains, c'est des humains. Alors, je pense que, à mon avis, on risque d'avoir des changements qui vont rester et qui vont amener un nouveau comportement. En conclusion, mes chers coachs, un petit mot d'encouragement peut-être pour tous ceux qui sont pris avec des économies précaires et finalement un défi d'affaires différent de ce qu'on avait il y a quelques semaines? Moi, je dirais que dans un premier temps, tenter de faire la part des choses entre sur quoi avez-vous réellement du contrôle et sur quoi vous n'en avez pas. Et quand je suis capable de déterminer sur quoi j'en ai pas de contrôle, même si ça me dérange, j'en ai pas plus de contrôle, ce qui fait que je me fâche, que je sois de mauvaise humeur, que je pleure, que je crie, que je fasse, ça ne changera pas de toute façon. Mais les éléments sur lesquels moi j'ai du contrôle, c'est par rapport à moi, ma gestion de moi-même. Est-ce que je suis un bon compagnon pour moi, dans le fond? Est-ce que je suis capable de m'endurer à la maison aussi? Alors, je pense que de mettre l'accent sur... J'agis sur des éléments sur lesquels je contrôle davantage. Je suis à l'affût, je reste aux aguets, mais j'évite de tomber dans la panique collective. Moi, je dirais que prendre le temps qui est au ralenti présentement pour peut-être revoir sa mission, sa vision, revisiter ses valeurs. Vraiment, c'est qu'est-ce qu'on veut apporter, là. C'est comme si on était une chenille puis on est enveloppé d'un petit cocon présentement, là, puis quelle sorte d'image qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut devenir après ce moment d'arrêt-là, dans le fond. On a du temps, on peut réfléchir, puis ça va permettre aussi de faire travailler le cerveau dans un sens positif plutôt que de le faire égarer dans des craintes puis dans des visions apocalyptiques de dire, bon, ben voici ce que j'aimerais devenir là, au retour à la normalité, dans le fond. Là. Voilà. Il y aurait deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est qu'en ce moment, les entrepreneurs ont peut-être plus de temps sur leurs mains qu'ils en ont d'habitude. Moi, je sais qu'en temps normal, je dis toujours, si j'avais plus de temps, j'écrirais plus de blogs ou je ferais plus de collaborations, je lirais plus de livres pour avoir des meilleures connaissances. Ben, tu sais, dans la vie, des fois, on dit, faites attention à ce que vous demandez, ça se peut que vous allez l'obtenir. On est exactement rendu là. On a plein de temps. Donc, moi, je pense qu'il faut prendre ce temps-là, entre autres, pour, oui, regarder vers l'intérieur, mais aussi pas oublier de produire du matériel qui va être tout aussi intéressant, sinon plus, à partir du moment où les activités vont reprendre normalement. Et il va y avoir un espace commercial à remplir. Et je me dis, pourquoi pas s'occuper pour en prendre une certaine part. Et ça se fait avec des contenus. Tous les experts que j'ai rencontrés au niveau des réseaux sociaux dans les dernières années m'ont dit, c'est une question de contenu. Et du contenu, il faut le produire et ça prend du temps. Et en ce moment, on en a du temps. Donc, je pense qu'il faut investir dans ce sens-là. L'autre affaire, c'est qu'il n'y a peut-être pas eu un meilleur moment qu'en ce moment pour commencer à faire du jeûne intermittent. Parce que si vous suivez un des entrepreneurs que j'aime bien sur Facebook, François Lambert, c'est un bonhomme assez intéressant, bon, en tant que réussite commerciale, mais aussi,
genre de bonhomme qui a vraiment pris contrôle sur sa santé dans les dernières années, puis qui dit que c'est une des raisons pour lesquelles il y a autant de succès en affaires, c'est qu'il y a du succès avec lui-même en tant que personne, et ça inclut le fait de mieux gérer son appétit. Je pense que quand on développe la capacité de ne pas manger pour 16 à 18 ou à 24 heures, ça donne une résilience mentale qui peut nécessairement nous servir pour d'autres épreuves. Et c'est aussi plus économique. Donc, je le dis très, très, très sincèrement, je pense que ça peut être vraiment une compétence utile à développer dans des contextes plus difficiles économiquement. Puis ça peut même nous amener à être en meilleure santé. Donc, c'est un 2 pour 1. L'autre côté, c'est qu'il faut faire un reset au niveau qu'est-ce qu'on met dans notre tête et qu'est-ce qu'on met dans notre bouche. C'est deux choses, il faut vraiment le changer, notre façon de penser et notre façon de nourrir. C'est ça qui va faire que notre corps va réagir au bébé qui s'en vient, parce que ça va être pas la première fois. Il va en avoir d'autres. Le jeûne, c'était une excellente façon de le faire aussi, de prendre soin de notre corps à nous. C'est de vraiment de voir qui qu'on est vraiment. Est-ce qu'on a vraiment besoin de penser de cette manière-là? Est-ce qu'on a vraiment besoin de manger cet hamburger-là? C'est vraiment se poser ces questions-là. Et cette pause-là, ça va faire qu'on va faire un petit reset partout, là. Ma petite voix, elle parle peut-être espagnol, je la comprends pas tout le temps, moi, tu sais, fait que... Ouais. Je vais travailler là-dessus. Je vais prendre le temps pour apprendre une nouvelle langue pendant que ça ralentit. Ouais. On a le temps. Non, ben moi, je pense que on parle de manger, de nourriture, de se nourrir, de ce qu'on va se mettre dans la bouche. Je pense que je le sais que c'est maintenant l'heure du dîner. Alors, ben écoutez, je vous remercie de votre participation, les coachs. Vraiment, ça va être utile. Et c'est un rendez-vous hebdomadaire, 2 fois semaine, le mercredi et le vendredi. Alors, je vous invite à nouveau à nous suivre. Il va y avoir d'autres coachs et puis avec des solutions pragmatiques à l'occasion pour vos affaires. Donc, merci d'être là et je vous dis à la prochaine. Et encore une fois, merci de votre participation, Martin, Bruno, Marc et Mathieu. Et à bientôt. Bientôt tout le monde. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À la prochaine, guys.